Amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, bonjour. Vous êtes dans votre émission Plume de Pan. Plume de Pan est une émission réservée à la recherche. Et comme pour répondre à cette pensée selon laquelle en Afrique, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Aujourd'hui, nous avons cherché et nous avons trouvé un chercheur. Et dans un domaine très pertinent. Nous avons l'occasion aujourd'hui de recevoir M. Sidi Bouyassi. Sidi, bonjour. Bonjour, monsieur. Je remercie tout le monde et je vous remercie particulièrement dans ce plateau si somptueux que vous m'avez invité. Merci. Merci beaucoup, Sidi Bouya. Et amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, comme on a toujours l'habitude de le faire, nous allons faire connaître au grand public notre invité du jour. Sidi Bouyassi est un natif de Rufisque et il a écrit beaucoup de choses, dont le premier ouvrage est intitulé « Penser et construire l'Afrique, le dernier appel, l'Afrique doit respirer ». Ça, c'est son premier ouvrage. Il est aussi titulaire d'une licence en droit économique et gestion, mention administration économique et sociale à l'Université Paris 8. Il est aussi diplômé en droit minier et des hydrocarbures en Afrique. Il est aussi apprenti juriste à l'établissement public territorial de bassin Seine-Grand Lac en France. Il poursuit aussi des études de niveau 2 en administration publique. Aujourd'hui, il est invité en tant qu'auteur du second ouvrage intitulé « Le Sénégal entre pétrole, gaz et développement, 2 points, enjeux et défis pour une meilleure gouvernance des hydrocarbures ». Monsieur si vous avez quelque chose à ajouter dans cette présentation, ça sera laquelle? C'est parfait. Tout ce que vous avez évoqué, c'est la parfaite réalité. Et je voulais également ajouter que j'ai écrit cet ouvrage intitulé « Le Sénégal entre pétrole, gaz et développement, enjeux et défis pour une meilleure gouvernance des hydrocarbures » dans la mesure où la société sénégalaise est taraudée à l'esprit à ses ressources non renouvelables et dont les retombées sur le plan financier et sur le plan pécuniaire deviennent ou deviendront de plus en plus importantes. Voilà, merci beaucoup, M. Si. Donc, ça nous permet de revenir un peu sur le titre. Pourquoi le choix de ce titre-là? Parce que c'est évocateur. Oui, c'est un titre révélateur également dans l'effectivité où le Sénégal est un pays qui regorge 29 blocs remplis de pétrole et de gaz. Et ces 29 blocs doivent non seulement permettre au pays de se développer, mais doivent permettre à la population de pouvoir en quelque sorte s'y profiter pour que leurs conditions puissent être améliorées le plus rapidement possible. Raison pour laquelle j'ai intitulé cet ouvrage « Le Sénégal entre pétrole, gaz et développement, enjeux et défis pour une meilleure gouvernance des hydrocarbures ». Sur ce, il y a des enjeux que le Sénégal doit en quelque sorte avoir à tête et des défis que le pays doit d'ores et déjà relever. Parce que si ce pays n'arrive pas à les relever dans les 5 prochaines années, nous pouvons dire que le pétrole ne sera pas en quelque sorte pour les Sénégalais, mais sera également pour ce qu'on appelle une minorité de la population, ce qui n'est pas souhaitable et qui n'est pas également fort souhaitable dans ce pays. Ok, donc on comprend que il nous faut donc une politique de communication pour permettre à tout un chacun d'avoir une bonne maîtrise de ces denrées-là. Et donc je pense que c'est ça qui a motivé aussi l'écriture de votre ouvrage. Effectivement. Voilà. Donc ça nous permet de revenir sur la première question. Le pétrole et le gaz peuvent-ils être source de malédiction ou de bénédiction pour le Sénégal? Effectivement, c'est une question rogatoire et une question pertinente qui fait l'objet de plusieurs troubles dans plusieurs pays. Et également, si le Sénégal doit en quelque sorte se lancer dans la voie de développement, il faut que les deux puissent être en quelque sorte réfléchis et également médités. Tout d'abord, vous me permettrez de revoir les mots de Allah subhanahu wa ta'ala dans le surat Al-Juma qui dit « Zalika fadlullah yuti ma yasha wallahu zul fadlil azim »
Autrement dit, telle est la grâce d'Allah qui donne à qui il veut. Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Donc nous, le Sénégal, nous devons dire Alhamdulillah, puisque Dieu nous a fait doter des ressources considérables en hydrocarbures, que ce soit le pétrole et le gaz, mais également en ressources naturelles. En général, nous avons le terbium, nous avons également le diamant, nous avons l'or, nous avons la manganèse, nous avons également l'ilménite au niveau de Diogo. Mais si le Sénégal n'arrive pas à exploiter d'une manière en quelque sorte vertueuse ces ressources, nous pouvons dire que nous serons dans la voie de ce qu'on appelle la malédiction. Et pour savoir si un pays est atteint par la malédiction des ressources, il faudra en quelque sorte revoir 4 angles. Premièrement, c'est ce qu'on appelle les impacts liés à la fragilité économique, tels que par exemple les denrées qui sont de plus en plus très chères. Et également, actuellement, nous sommes dans ce type de contexte, puisque le Sénégal figure parmi les pays les plus pauvres au monde et les plus endettés, puisque notre endettement avoisine et s'apparente aux environs de 14 000 milliards de francs CFA. Ce qui n'est pas bon pour un pays, puisque la notation est de B- et les risques deviennent de plus en plus importants au niveau international et sur le plan de l'économie financière et monétaire. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle les problèmes de gestion. Car c'est ça que j'ai appelé dans mon premier ouvrage intitulé « Penser et construire l'Afrique ». Le dernier appel, l'Afrique doit respirer. C'est ce que j'ai nommé la crétinocratie. Autrement dit, c'est une notion que je vais créer à partir de crétin, qui vient de crétinos et également de kratos. Autrement dit, d'une manière littérale, c'est un gouvernement dirigé par les plus mauvais. Et si ces gouvernements sont de plus en plus continus au niveau de notre pays et également dans la sous-région, nous pouvons dire que nous ne pouvons pas espérer le développement. Et dans ce cas, les ressources ne pouvons pas être en quelque sorte propriétaires de nos pays, mais également il y a certaines personnes qui vont l'accaparer. Et c'est ça qu'on appelle les problèmes de gouvernance. Et troisièmement, nous avons ce qu'on appelle les conflits interminables, qu'on peut faire référence à ce qui se passe actuellement au niveau de l'Afrique du Sud, qu'on appelle l'estate capture, c'est-à-dire la capture d'État où une minorité va en quelque sorte donner des armes à une autre pour pouvoir créer des tensions d'instabilité. Alors qu'on sait très bien, comme je l'ai dit dans ce qu'on appelle l'ouvrage, le pétrole est comme du miel qui attire des guêpes, des satans, des satrapes et également des forbans. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à gérer, mais également complexe dans la mesure où il peut créer des tensions. Et dernièrement, c'est ce qu'on appelle les problèmes et risques environnementaux qui sont considérables, car si un seul vice manque dans ce qu'on appelle la gestion des plateformes pétrolières, il peut y avoir ce qu'on appelle une marée noire, ce qui n'est pas bon pour la santé et qui n'est pas bon pour l'économie maritime, puisqu'il y a plusieurs millions d'oiseaux ou également de poissons qui vont périr alors que nous avons besoin de ces poissons pour en quelque sorte se nourrir et également pour, effectivement, et également pour développer notre économie maritime et par conséquent le budget de l'État pour pouvoir le rendre de plus en plus hypertrophique. Donc si ces quatre se croisent, nous pouvons dire qu'il y a malédiction en quelque sorte du pétrole et également du gaz et généralement des ressources naturelles. Alors si le Sénégal peut aller dans ce qu'on appelle la voie de la bénédiction, il faudra qu'on puisse combattre ces 4 phénomènes qui sont en quelque sorte magnolesques et qui n'est pas bon pour ce qu'on appelle le pays. Et dans ce cas, il faut que l'on puisse se lancer sur ce qu'on appelle la lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et de rentrer dans la phase de la diversification de l'économie à travers le partage des ressources qui viendront en quelque sorte de l'exploitation du pétrole et du gaz dans le secteur de la pêche, de ce qu'on appelle l'économie liée à l'économie verte, c'est-à-dire l'agriculture, et également l'élevage et l'agro-industrie. On a tout pour créer des millions, voire plusieurs milliers d'emplois et de permettre au Sénégal de diversifier son économie et de tituber vers les sommets promontoires du développement.
Absolument. Donc, n'est-ce pas donc là une occasion pour les multinationales qui ont tendance à convoitiser et à convoiter même les pays détenteurs du pétrole et du gaz. Ouais. Vu qu'il y a beaucoup d'avantages et vraiment de ressources, et peut-être ça va permettre aux multinationales de venir vraiment nous dépouiller parfois de nos ressources. N'est-ce pas là une bonne occasion? Oui, c'est une très bonne occasion, puisque les multinationales ne sont pas dupes. Elles savent très bien que nos pays sont des pays qui viennent justement de démarrer les phases d'exploitation et également d'exploration, donc qui n'ont pas également d'expérience dans ce secteur. Parce que le pétrole et le gaz, bien que c'est depuis 1952 que le Sénégal a commencé à faire l'exploitation, mais cela ne nous permet pas d'être ce qu'on appelle tous des experts dans ce domaine. Raison pour laquelle on voit des asymétries d'informations qui sortent avec des gens qui ne maîtrisent pas le secteur, qui n'en connaissent rien et qui sont des hommes du sens commun, qui essaient de dire du n'importe quoi. Et ça, c'est pas bon également pour le pays, car la bonne information devra passer et la mauvaise devrait également être en quelque sorte reléguée au second plan. Mais les multinationales vont convoitiser et continueront toujours de convoitiser les pays comme le Sénégal. Ils sont richement dotés en ressources naturelles puisque nous n'avons pas la technologie, nous n'avons pas les moyens techniques et financiers pour pouvoir également ici, c'est-à-dire vendre, autrement dit, sortir ces ressources naturelles, que ce soit pétrolières et gazières, et également les gérer par nous-mêmes. Raison pour laquelle eux, ils se disent pourquoi pas aller prendre la place du Sénégal pour pouvoir les aider. Et cette convoitise ne va pas à l'intérêt de notre pays ou également de ce qu'on appelle l'intérêt de plusieurs pays en Afrique, comme la Centrafrique, comme la République démocratique du Congo, mais va à l'encontre de ce qu'on appelle aux intérêts liés aux multinationales étrangères qui vont venir négocier puisqu'elles sont de plus en plus, elles regorgent de plus en plus des juristes qui sont très bien et également des scientifiques qui sont experts dans ce domaine au niveau international. Absolument. Voilà. Donc, n'est-ce pas donc là une bonne occasion aussi pour les pays comme le Sénégal de se préparer, de préparer l'avenir, de créer des filières qui vont permettre à nos jeunes, à nos enfants, à nos petits-enfants d'avoir la technologie et la maîtrise pour pouvoir exploiter ces ressources-là. Effectivement, parce que si on voit bien, c'est une très bonne occasion ou également une opportunité, autrement dit une aubaine pour le Sénégal de pouvoir s'y profiter. Mais ce profit va avoir certaines répercussions puisque dès les premières années, on va en quelque sorte nous exploiter. Mais de fur et à mesure que nous allons plus avoir une ouverture d'esprit et dans ce cas, nous allons en quelque sorte faire renverser la tendance par la voie liée à ce qu'on appelle à la sous-traitance que j'ai proposée, par la voie liée à ce qu'on appelle au contenu local. Parce que depuis 2022, l'ancien président Macky Sall a mis en place un comité national du contenu local. Et ce contenu local a pour but de privilégier dans ce qu'on appelle certains champs de production la main-d'œuvre sénégalaise au détriment de la main-d'œuvre étrangère. Mais ça, c'est un atout puisque dans les 25 ans à venir, nous pouvons dire que les Sénégalais peuvent occuper en quelque sorte l'étendue en quelque sorte du territoire lié à ces types d'investissements et également à ces types de travaux liés au pétrole et également au gaz. Donc, ce qui est fort considérable dans un pays qui actuellement n'a pas d'expérience, mais du fur et à mesure que nous allons et nous profitons également de l'expérience des autres et des cas d'école des autres pays, nous pouvons également en quelque sorte y sortir vainqueurs et également victorieux. Donc ce qui est également nécessaire pour le développement non seulement du pays, mais cela va permettre au Sénégal d'avoir de s'y sortir par une aubaine et par la grande porte. Et le fait que nous allons sortir par cette grande porte va permettre que notre économie va être fructifiée et également les jeunes qui viendront vont avoir plus d'expérience, de compétences pour pouvoir en quelque sorte manipuler tous les produits dérivés et qui viendront en quelque sorte du pétrole et du gaz. Donc récemment, on a vu notre président savourer les premières gouttes
du pétrole, qu'est-ce que cela vous a fait? Oui, ça m'a... j'ai seulement des sentiments de joie et de plaisir, puisque depuis fort longtemps, le Sénégal voulait se mettre à la place, par exemple, de certains pays développés, comme par exemple les États-Unis, etc. D'ailleurs, c'est ça que la population sénégalaise onérise, c'est-à-dire en quelque sorte rêve. Et si on a une opportunité qui peut nous permettre de s'en sortir pour se développer, c'est quelque chose en quelque sorte qui est une aubaine qui nous permettra de le savourer. Raison pour laquelle le président en quelque sorte l'a savouré. Mais les premiers gouttes de Sangomar sont des gouttes de joie, des gouttes également de rire. Mais le projet Sangomar va permettre au Sénégal d'engager chaque année un montant estimé aux environs de 693 milliards de francs CFA, autrement dit 700 milliards, et la durée d'exploitation du contrat est de l'ordre de 30 ans. Donc ce qui est fort considérable, bien que les contrats devraient être renégociés par voie d'avenant, c'est-à-dire un acte modificatif du contrat. Oui. Cela nous permet de revenir sur les contrats. Tu as fait une bonne entrée. Donc, vous avez apporté des éclaircissements en ce qui concerne les contrats pétroliers. Maintenant, quels sont les types de contrats qui existent dans ce secteur? L'autre question, c'est lequel de ces contrats le Sénégal a-t-il adopté dans sa législation? Donc, vous allez revenir un peu sur les contrats que le Sénégal a signés avec ses partenaires. Effectivement, le Sénégal a adopté plusieurs types de contrats, parmi lesquels nous avons ce qu'on appelle le contrat de prestation de services, qui n'est pas trop utilisé, mais ce que nous utilisons le plus souvent, c'est le contrat de recherche et de partage de production. Tout d'abord, je vais revenir à votre première question. Il y a 3 types de contrats dans le domaine pétro-gazier. Nous avons le contrat de concession, le contrat de recherche et de partage de production et le contrat de prestation de services. Le contrat de concession est le type de contrat qui lie un État pétrolier, comme par exemple le Sénégal, et une multinationale pétrolière, c'est-à-dire qui est spécialisée dans le domaine lié à la recherche, à la prospection, à l'exploitation, mais également à l'exploration du pétrole et du gaz. Par exemple, nous pouvons citer le cas de ExxonMobil ou Elf, ou bien également Oranto, nous avons également Total, Woodside, également sont des multinationales pétrolières. Donc, ce contrat de concession se veut que ces multinationales puissent être les propriétaires du périmètre qu'on leur a donné dans un pays. Et dans ce cas, tout ce qu'ils vont exploiter, ça leur appartient. Ça n'appartient pas à l'État pétrolier. Et par conséquent, ce que ces multinationales vont seulement payer, c'est des royalties, autrement dit des redevances sous forme d'impôts. Donc c'est l'État qui est perdant. Donc ce type de contrat, le Sénégal ne l'a pas adopté. C'est les Américains qui l'adoptent, c'est-à-dire dans leur district de Texas, dans le pétrole de schiste, qui vont l'adopter. Et ce type de contrat à 100% est adopté à de l'ordre de 2% dans le monde. Et tous les 2%, c'est au niveau des États-Unis, parce qu'ils sont déjà développés, ils n'ont pas besoin. Donc le Sénégal n'a pas en quelque sorte pris en compte dans sa législation, c'est-à-dire le code pétrolier, qui ne doit pas s'appeler comme ça, voilà, dans sa législation. Et le deuxième type de contrat est le contrat de prestation de service. Quand on fait prestation de service, voilà, il y a une personne il y a une entreprise dans ce cadre qui va venir nous exploiter le pétrole, et dans ce cas, nous allons en quelque sorte, en contrepartie, lui payer. Donc c'est ça le contrat de prestation de services. Ça également, le Sénégal l'a considéré dans le code 98 et également le code de 2019, mais ce n'est pas encore utilisé. Je ne pense pas que ça puisse être utilisé actuellement. Ouais. Et le dernier, est le plus important au monde, et qui est utilisé de l'ordre de plus de 90% des pays qui sont producteurs de pétrole et également de gaz et même de ressources naturelles. C'est le contrat de recherche et de partage de production. C'est-à-dire qu'il y a 2 parties et 2 compartiments. Le premier se base sur ce qu'on appelle la recherche. Autrement dit, ce type de contrat juridique va lier un pays pétrolier comme le Sénégal à une multinationale qui est spécialisée dans le secteur des hydrocarbures. Et ce contrat se veut que cette société doit d'abord faire ce qu'on appelle les recherches de pétrole ou de gaz. Si cette société trouve, nous allons également faire le partage.
Et dans ce cas, je vais y revenir, dans ce cas, nous allons également leur rembourser les coûts qu'elles ont supportés. Voilà, investi. Voilà, c'est ça qu'on appelle le cost oil. Autrement dit, c'est les 75%, 15% de ce qu'on appelle des 100% qui constituent ce qu'on appelle les opérations, qui sont le pourcentage de remboursement. Et les 20% qui restent sont appelés ce qu'on appelle le profit oil. Le profit oil, c'est ce qu'on appelle la partie qui reste des 100%, c'est-à-dire les 25%, et qui seront partagés en triptyque, dont l'État du Sénégal va avoir sa part, la société qui exploite le pétrole et le gaz va avoir sa part, et la société pétrolière va avoir également sa part. Raison pour laquelle la plupart des gens et même des experts dans ce secteur ont tendance à faire ce qu'on appelle la confusion entre ce qu'on appelle la part de Petrosen et la part de l'État, alors que la part de l'État est différente du part de Petrosen. Donc la part de Petrosen plus la part de l'État, c'est la part du Sénégal. Ok. Maintenant, pourquoi, selon vous, l'État du Sénégal et la société comme Petrosen n'investissent pas dans la phase d'exploration? Et quel est l'avantage d'investir dans la phase de l'exploration? Oui, effectivement, il y a plusieurs avantages, mais du fait que le Sénégal est un pays très pauvre, il y a en quelque sorte beaucoup de secteurs de l'économie que nous avons besoin de l'argent. Donc si le Sénégal sort de l'argent, parce que pour faire l'exploration, le phase de développement, comme le forage, nous avons besoin au moins plus de 70 milliards pour le faire. Et le Sénégal a d'autres préoccupations plus importantes. Nous avons également l'inflation qui est très élevée. Il y a ce qu'on appelle la pauvreté qui bat son record. Et également, nous avons le chômage qui explose. Donc, face à ces problématiques qui gangrènent la société sénégalaise, l'État a d'autres préoccupations plus nécessaires que d'investir dans les champs pétroliers où nous pouvons également perdre, puisque d'après les statistiques qui ont été en quelque sorte publiées, au Sénégal, il y a de l'ordre de 176 puits qui ont été explorés dans le cadre des hydrocarbures, que ce soit le pétrole et le gaz, dont il y a 6 seulement qui ont ce qu'on appelle du pétrole et du gaz. Et tout le reste, c'est-à-dire les 160 qui restent, et on n'a rien trouvé, ce sont des puits qui sont sèches. Donc, alors que le contrat a dit que si nous trouvons ce qu'on appelle du pétrole, on va en quelque sorte faire le partage. Si on ne trouve pas le pétrole, la société Petrosen qui, lorsqu'il investit ou le Sénégal va investir, va perdre également les 75 milliards. Par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. Au niveau de ce qu'on appelle Rufisque Offshore Profond, j'ai amené même le contrat. La société Total est ce qu'on appelle l'opérateur. Total Énergie est l'opérateur. En 2017, ils ont fait la phase de forage au niveau de Rufisque Offshore Profond, qui est le champ, le bloc le plus grand au Sénégal, parce que sa superficie est estimée à 10 357 km². Et il y a également beaucoup de pétrole et de gaz qui s'y trouvent. Mais lorsque Total a fait la phase de forage, cette société a perdu 150 millions d'euros, autrement dit 75 milliards de francs CFA, puisqu'ils n'ont rien trouvé. Et pourtant, leur recherche et leur prospection, et également les 3D qu'ils ont, avaient montré que dans ce bloc de Rufisque Offshore Profond, il y avait du pétrole et du gaz. Et finalement, ils ont en quelque sorte perdu, puisque c'est l'article qui l'a dit, la disposition du code minier. Si on trouve du pétrole et du gaz, nous faisons ce qu'on appelle le partage, alors que si vous ne trouvez pas, vous perdez. Raison pour laquelle l'État du Sénégal et la société pétrolière n'ont pas pris en quelque sorte le risque de s'y investir. Mais si nous avions également une certaine économie si dynamique, le Sénégal pourrait en quelque sorte en investir, parce que si on arrivait à y investir, comme par exemple le cas du Gabon, Assala, avec le groupe Assala, si avec également le cas par exemple de pays comme le Nigeria, comme également l'Afrique du Sud, l'État du Sénégal et la société pétrolière, leur part peut devenir de plus en plus majorée, c'est-à-dire hypertrophique, qui peuvent aller même de l'ordre de plus de 50% et 60%, même rien que dans ce qu'on appelle les phases de partage. Nous voyons aussi que beaucoup s'impatientent de parler de parts. Certains vont dire le Sénégal n'a que ça, Petrosen a ça. Pouvez-vous revenir un peu sur les parts? Parce que ça paraît un peu flou dans la tête de beaucoup de gens. Oui, ça paraît un peu flou, puisqu'il ne faut pas
mélanger la part de Petrosen, qui est la société des pétroles du Sénégal, et également la part de l'État. Petrosen n'investit rien du tout, mais d'après l'article 20 de ce qu'on appelle du code pétrolier, dans toutes les phases, que ce soit d'exploration, Petrosen a droit de l'ordre de 10% dans ce qu'on appelle les pourcentages sur les 100%. Autrement dit que la société qui est l'opérateur, comme par exemple dans le cadre de ce qu'on appelle le Sangomar, Petrosen avait, dans la phase d'exploration, avait que 10%. Et la société Woodside, c'est-à-dire la société australienne qui est chargée de ce bloc, Sangomar, avait 90%. Et l'article nous dit que si le Sénégal, ou bien si la société, par exemple, Woodside a trouvé du pétrole, dans ce cas, le Sénégal, ou bien par le biais de sa société nationale Petrosen, a le droit de majorer ses parts entre 10 et 20%. Et dans ce cadre, nous avons négocié et nous avons eu 18%. Donc, ces 18%, c'est ce qu'on appelle la part de Petrosen. Et l'État du Sénégal, ses parts sont différentes des parts de Petrosen, puisque l'État du Sénégal, après avoir fait ce qu'on appelle le cost oil, le remboursement des coûts qui ont été supportés par l'entreprise et la multinationale pétro-gazière, a droit sur les 25%, c'est-à-dire a droit sur ce qu'on appelle le nombre de barils exploités. Par exemple, on peut dire, si dans le cadre de Rufisque offshore profond, si on exploite entre 0 et 50 000 barils, l'État a 26%. Si on exploite entre 101 000 et également 150 000 barils, l'État a 31%. Donc c'est comme ça qu'en quelque sorte ça se passe. Et la part de l'État est déduite également de ce qu'on appelle les impôts sur ce qu'on appelle les bénéfices, les impôts sur ce qu'on appelle les sociétés également de ces exploitations. Donc en tout, la part de Petrosen et la part de l'État, si on les cumule, c'est ça la part du Sénégal. Voilà, maintenant, selon vous, comment maximiser les recettes issues de l'industrie extractive afin que le Sénégal puisse en tirer profit? C'est une bonne question, puisque c'est ça qui nous permettrait en quelque sorte d'esquiver tout ce qui est désordre ou conflit lié au secteur pétrogazier. Puisque pour maximiser ses profits, également maximiser les recettes, le Sénégal doit mettre en place de prime abord des dispositifs très sophistiqués pour pouvoir avoir l'œil, ou bien à l'œil nu, tout ce qui se trouve au niveau des plateformes pétrogazières, puisque les entreprises qui sont dans ce domaine ont tendance à mettre en exergue ce qu'on appelle des fausses déclarations. Autrement dit, pour rendre les affaires plus claires, il y a certaines sociétés qui vont dire qu'on va sortir que 100 000 barils par jour. Et des fois, pour pouvoir faire perdre le Sénégal, ils vont dire que non, aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire 100 000 barils. Parce qu'on n'a fait que 50 000 barils, ou on a fait 90 000 barils. Donc les 10 000 barils qui restent, c'est le Sénégal qui va en perdre. Voilà. Donc il faut que le Sénégal puisse prendre des moyens qui sont très sophistiqués pour pouvoir également faire ce qu'on appelle le calcul au niveau des barils. On a tout pour pouvoir en quelque sorte équilibrer le contrat. Et deuxièmement, il faut que les dispositions qui sont dans le code pétrolier et qui ont été en quelque sorte mis sur les contrats puissent être respectées. Et ces dispositions, comme par exemple le fait de respecter le nombre de barils et de donner des informations qui sont claires et précises et qui sont avérées comme vraies, est ce qu'on appelle la première. Deuxièmement, il faut que le Sénégal puisse, par ce qu'on appelle le biais des retombées qui vont venir, c'est-à-dire des recettes qui vont venir, qui ne doivent pas être des rentes pétrolières, dans la mesure où l'économie ne sera pas divertie et le Sénégal ne se développera pas, ces retombées devront être réinvesties dans les secteurs stratégiques. Et d'ailleurs même, c'est comme ça que ça se passe, puisque depuis 2016 et également 2022, le Sénégal a mis en place une loi sur le contenu local et ils sont tous d'accord que tous les experts et même le président qui était là, ils sont tous d'accord que le Sénégal va redistribuer les recettes de l'ordre de 90% qui vont aller dans ce qu'on appelle les secteurs stratégiques de l'économie nationale, à savoir l'éducation, à savoir l'agriculture, la pêche. Nous avons également l'artisanat et également l'agro-industrie.
ce qui va permettre de créer de meilleurs emplois et de diversifier l'économie nationale, sans pour autant oublier également le tourisme. Et les 10% qui restent vont constituer ce qu'on appelle le fonds intergénérationnel, c'est-à-dire c'est réservé aux générations futures. Donc nous avons également deux types de volets. Le volet phase stabilisation qui va dans les secteurs stratégiques que j'ai cités, l'artisanat, le tourisme, etc. Et les 10% pour ce qu'on appelle les générations futures. Et cela va permettre de maximiser également les recettes. Et il y aura dans ce cas une bonne gestion qui va permettre de créer des emplois et de permettre le Sénégal d'être sur ce qu'on appelle la voie du développement. Ce qui est fort possible dans un pays qui a depuis fort longtemps onérisé de se développer, mais qui n'y arrive pas depuis fort longtemps. Ok. Maintenant, concernant le contenu local, le Sénégal peut-il réussir à atteindre d'ici 2030 50% du contenu local? Oui, ça c'est le souhait de l'ancien président, puisque en 2022, c'est ce pourcentage de 50% que le président Macky Sall avait en quelque sorte mis en exergue en disant que 50% qu'il veut que le Sénégal puisse atteindre de l'ordre de 50% d'ici 2030. Mais cela actuellement peut s'avérer comme quasi impossible, bien que rien n'est impossible dans ce monde. Voilà. Mais pour cela, il faudra suivre les recommandations que j'ai mises dans ce qu'on appelle mon ouvrage, qui est en quelque sorte s'avérer intéressantissime par tous les experts qui l'ont lu et également corrigé. Donc il faut tout d'abord que le contenu local puisse être revu et également dans le contenu local, nous avons deux éléments très importants, à savoir le capital humain et également ce qu'on appelle la sous-traitance. Et moi, j'ai dit que bien qu'on a ce qu'on appelle le capital humain qui permettrait de pouvoir permettre aux jeunes Sénégalais et qui vont venir également de profiter de la formation, de profiter également de la promotion liée à ce qu'on appelle aux hydrocarbures à travers la création d'une industrie qui va permettre de transformer le pétrole en des produits dérivés et finis. Et sur ce, le Sénégal doit avoir ce qu'on appelle sa propre industrie liée au pétrole et au gaz. C'est-à-dire, parce qu'on sait que si on prend le pétrole et qu'on le sauve de l'ordre de 60%, nous avons ce qu'on appelle le gasoil. Si on sauve le pétrole de l'ordre de 180%, 180 degrés, oui, nous avons ce qu'on appelle l'essence. Oui, et nous avons ce qu'on appelle le nafta, qui est qui sont des produits pétrochimiques qu'on peut créer, ce qu'on appelle des casques, des disques durs, des pneus, etc. Et même l'aspirine que nous utilisons au niveau des pharmacies, c'est-à-dire oui, 99,5% des produits pharmaceutiques viennent de ce qu'on appelle des produits dérivés du pétrole, comme nous avons l'aspirine qui est fabriquée à partir du benzène avec ce qu'on appelle le fait qu'on brûle ce qu'on appelle l'acétyl salicylique qui va donner ce qu'on appelle l'aspirine qui est bon pour les douleurs et les personnes qui ont été atteintes par ce qu'on appelle l'AVC. Donc pour dire que le pétrole est très important parce que si également on le sauve de l'ordre de 40 degrés, nous avons ce qu'on appelle le bitume, qu'on fait ce qu'on appelle les talus, les autoroutes, les routes, ce qui est pas important. C'est ça qui m'a poussé même parfois à vouloir vous demander. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le pétrole et le gaz ne sont que deux denrées qui n'ont de valeur qu'en tant que pétrole et gaz. Il y a aussi d'autres produits dérivés. D'ailleurs, vous venez de les citer. J'aimerais que vous reveniez un peu sur ces produits-là. Parce que beaucoup de Sénégalais ignorent ce que le pétrole et le gaz peuvent faire comme produits dérivés. Oui, comme le disait également le Vénézuélien, parce que le Venezuela est le pays le plus riche en pétrole au monde. Voilà, c'est la première réserve mondiale de pétrole au monde, mais qui est atteint de ce qu'on appelle la malédiction pétrolière, puisque ce pays actuellement souffre de l'embargo américain, puisqu'ils étaient intéressés de leur pétrole. Devant le refus de leur octroyer certains blocs, ils ont réussi à ne plus les alimenter au niveau alimentaire. Raison pour laquelle il y a une super inflation qui se trouve dans ce pays, de l'ordre de plus de 400% d'inflation. D'où, si vous avez 1 euro, autrement dit 655 francs CFA, vous avez plus de 3 millions
400 000 francs CFA au niveau de Bolivar. Oui, c'est ça que le pays également souffre. C'est le pays actuellement, le deuxième pays le plus pauvre au monde, derrière le Burundi. Mais pour revenir à votre question, le pétrole et le gaz sont l'excrément du diable, comme le disait le Vénézuélien Juan Pérez. Donc, à travers cela, il faudra qu'on puisse savoir que ce sont des produits qui sont très complexes à gérer. Pourquoi? Parce que nous savons que tout ce qui nous entoure à 99% est constitué de produits pétrochimiques qui viennent de ce qu'on appelle du pétrole. Comme je l'ai dit, si on refroidit le pétrole de l'ordre de 25 degrés, on a le gaz. Si on le chauffe de l'ordre de 80 degrés, nous avons ce qu'on appelle le carburant. Si on le chauffe de l'ordre de 250 degrés, nous avons le diesel. Et nous savons tous l'utilisation du diesel qui est très important. Et si on le chauffe également de l'ordre de 180 degrés, nous avons dans ce cas le nafta. C'est avec le nafta qu'on fait également tout ce qui nous entoure, comme par exemple les seize, il y a également les disques durs, il y a les lunettes également, et plusieurs types de produits, et même les habits que nous portons, c'est fait à base de ce qu'on appelle de ces produits de nafta, et même les produits pharmaceutiques. Voilà, et même les réfrigérateurs, etc. Donc, raison pour laquelle le pétrole, ce n'est pas seulement pour ce qu'on appelle alimenter les gens en électricité, mais c'est d'autres produits. Et tout ce qui nous entoure, comme je l'ai dit, à plus de 99%, c'est fait à base de pétrole. D'où le pétrole est surtout convoitisé et est pris comme, par exemple, dans certains pays, comme les pays du Golfe, comme une arme stratégique. Parce que nous avions deux types dans l'histoire de l'humanité, deux types de chocs pétroliers. Celui de 1973 et l'autre de 1975, et on dit même de 1979. Donc, où les pays arabes riches en pétrole avaient quadruplé le prix du baril de pétrole. Et comme vous l'avez également dit, un baril de pétrole, c'est de l'ordre de 158,987 litres. Autrement dit, un baril de pétrole équivaut à 159 litres. Alors qu'il y a plusieurs personnes qui croient que ce sont comme ils le disent en Wolof, des barigots, ce qui n'est pas en quelque sorte la bonne chose. Donc, pour dire que le pétrole, avec le pétrole, on peut beaucoup faire. Avec le pétrole, on peut également se développer. Et même avec le pétrole, le prix de l'engrais peut également chuter jusqu'à 1000 francs CFA parce qu'à partir des produits pétrochimiques, nous pouvons créer l'urée. L'urée, c'est une sorte d'engrais qui peut être utilisé par ce qu'on appelle comme semence, comme par les agriculteurs, ce qui va permettre de dynamiser l'agriculture sénégalaise, puisque le Sénégal est un pays qui n'arrive pas à atteindre la sécurité alimentaire, voire l'autosuffisance alimentaire. Mais du point de vue aussi de la sécurité, est-ce que quand un pays a ces deux denrées-là, est-ce qu'il ne devait pas aussi se préparer à une certaine chose? On ne le souhaite pas, mais aussi gouverner, c'est prévoir. Voilà. Est-ce que vous avez évoqué ce thème-là? Oui, j'ai évoqué ce thème parce que le pétrole est une arme diplomatique, puisque si vous l'avez, plusieurs pays et que vous le gérez très bien, avec des dispositions sécuritaires, il y a plusieurs pays dans le monde qui vont vous respecter. Parce qu'ils vont convoitiser vos blocs, puisque, comme je l'ai dit, le Sénégal a 29 blocs remplis de pétrole et de gaz, dont 12 seulement ont été soumis à des appels d'offres internationaux. Et les 17 qui restent seront laissés aux générations futures. Mais si le pétrole est de plus en plus bien géré, nous pouvons augmenter nos liens diplomatiques et par conséquent les Sénégalais peuvent également voyager n'importe où dans le monde sans pour autant même bénéficier de visa. C'est comme ça qu'un pays doit en quelque sorte faire. Voilà. Mais l'aspect sécuritaire doit être une priorité puisque je l'ai proposé et en 2022 et 2023, je vais proposer au ministre Sidiki Kaba, qui a été le ministre de l'Intérieur, je lui ai en quelque sorte écrit un message pour lui dire de mettre en place ce qu'on appelle des titres de séjour. Puisque le Sénégal, c'est un pays où les étrangers vont entrer et sortir, et ce qui n'est pas quelque chose de bien et fort souhaitable, et ce qui n'est pas aisé dans un pays qui est doté de ressources naturelles qui sont très importantes et également avec le premier baril de pétrole que nous avons lancé. Puisque, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, le pétrole est comme du miel qui attire des guêpes, des satrapes et des forbans. C'est un
c'est en quelque sorte du miel qui attire ce qu'on appelle des voleurs et des faiseurs de mal dans un pays, puisque les terroristes même peuvent également entrer dans le pays et faire tout ce qu'ils veulent, sans pour autant en quelque sorte que les Sénégalais puissent comprendre. Raison pour laquelle nous devons avoir des titres de séjour. Le but est pas, c'est pas raciste, puisque nous voulons le développement du Sénégal, donc nous devons préserver nos intérêts. Comme le disait François Mitterrand, la France n'a pas d'amis, mais a des intérêts. Effectivement, donc le Sénégal doit se lancer dans cette même campagne, dans cette même procédure. Tous les pays qui se sont développés ne sont pas développés par la voie des amis. Voilà. Les voies des amis, c'est très bien, puisque c'est un rapport diplomatique, mais doit être relégué au second plan. Et également, nos intérêts doivent être en quelque sorte prioritisés. Et je sais que le nouveau gouvernement qui est là est très conscient de cela, et c'est ça qu'ils ont en quelque sorte promis aux Sénégalais, et je pense à plus de 100%, ils vont en quelque sorte le faire, d'après moi. Mais ces titres de séjour doivent être une obligation pour un pays comme le Sénégal, puisque le Sénégal, d'après mes agrégats économiques et mes recherches, le Sénégal perd, et d'après mes calculs également, le Sénégal perd plus de 155 milliards de francs CFA seulement à cause de la non-mise en place d'un titre de séjour. Alors que d'après les statistiques qui ont été avancées par l'ANSD, Agence nationale, agence de la démographie du Sénégal, il y a plus de 300 000 étrangers qui vivent au Sénégal et qui n'ont pas également de papier. Donc, permettre au Sénégal de tituber dans le développement avec une stabilité qui est propice au Sénégal, avec également des ressources qui feront l'objet de plusieurs échanges de dialogue et également de profit au peuple sénégalais, il faudra qu'on mette en place ce qu'on appelle des dispositifs d'ordre sécuritaire. Et cela ne peut pas se mettre sans pour autant la mise en place de ce qu'on appelle des titres de séjour, où ces ressortissants sénégalais vont payer chaque année entre 150 000 à 300 000 francs CFA. Parce que si on voit au Gabon, c'est un pays qui est roussement doté en ressources. C'est le deuxième pays le plus riche en gaz également, au pétrole, d'après l'Algérie et également le Nigeria, de même que l'Angola. Il y a des dispositifs qu'ils ont pris, puisque ces pays savent très bien que avoir des ressources, ce n'est pas ce qu'on appelle des choses qui sont très faciles. Donc il faudra en quelque sorte mettre en place des titres de séjour. Si on va au Gabon, là-bas, pour avoir un séjour supérieur à plus de 3 mois, il faudra verser une somme estimée à 850 000 francs CFA. Alors là, j'ai proposé entre 150 000 jusqu'à 300 000 francs CFA, ce qui est fort considérable puisque c'est l'État du Sénégal qui va y gagner, puisqu'il va identifier tous les gens qui sortent et qui entrent sur le territoire sénégalais. Et également va permettre de remplir les caisses de l'État, puisque nous avons besoin de cet argent qui se volatilise et qui va dans le monde intelligible. Oui, c'est vrai. Donc cela me pousse à vous demander, est-ce que d'après vos études-là, vous avez eu un contact avec les nouvelles autorités dans le domaine du pétrole, du gaz? Parce que vous avez vraiment donné beaucoup de conseils et d'avis à ces autorités-là. C'est une bonne question, puisqu'il y a plusieurs personnes même qui me demandent cette même question rogatoire. Mais actuellement, je peux dire non, je n'ai pas en quelque sorte de contact et je n'ai pas également... je n'ai pas été reçu ni appelé par ce qu'on appelle ce nouveau gouvernement et également les autorités qui s'y trouvent. Mais voilà la raison pour laquelle c'est par voie de télévision seulement que nous pouvons également passer nos informations, puisque c'est un secteur que nous maîtrisons et nous avons même des responsabilités au niveau de la France liées également à ce type de secteur. Donc, raison pour laquelle j'ai proposé même une proposition de loi allant vers ce qu'on appelle la sous-traitance, un atout pour permettre le Sénégal de tituber vers les fruits promontoires du développement, ça pour autant en quelque sorte vivre des cas d'école de malédiction du pétrole. Okay. Parce que vous avez parlé de la sous-traitance. On voit que cette sous-traitance est suivie d'une annexe. Et pourquoi vous avez fait ce choix-là? Oui, j'ai fait ce choix puisque ça n'existe pas. J'ai jamais vu un ouvrage qui est assorti par une annexe de proposition. Voilà, je pense que c'est moi le premier ouvrage peut-être à le faire. Voilà, parce que si on va bien, parce que la sous-traitance,
fait partie également du contenu local. Mais j'ai dit qu'il faudra lui sortir ces sous-traitants du contenu local pour que ces sous-traitants deviennent de plus en plus autonomes. Puisque si on voit bien, on a le COS pétrole-gaz, comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz qui a été mis en place en 2016 par le président Macky Sall. C'est eux qui vont gérer ce qu'on appelle les recettes, tout ça. Et également, nous avons une loi sur le contenu local. Mais cette loi sur le contenu local ne prend pas à 100% beaucoup de propositions liées à ce qu'on appelle à la sous-traitance. Raison pour laquelle, pour que le Sénégal puisse permettre au secteur privé national de pouvoir travailler et avoir des expertises dans le domaine des hydrocarbures et même dans le domaine de ce qu'on appelle des ressources naturelles, que ce soit les mines également, il faudra que ces sous-traitances puissent être mises en place. Puisque la loi que j'ai proposée est, du fait que c'est une annexe de l'ouvrage, est assortie par ce qu'on appelle la création d'une autorité que j'appelle ARSPCN. Autrement dit, autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé sénégalais. Donc, en sigle, je l'ai en quelque sorte nommé ARSPCN, qui vient de ma création, de mon inspiration, pour permettre au Sénégal de pouvoir en quelque sorte prendre ce type d'école pour pouvoir en quelque sorte se développer. Puisque le but est de créer non seulement une classe moyenne sénégalaise, on en a besoin, on a marre de la pauvreté. Oui. Deuxièmement, c'est également de protéger la main-d'œuvre nationale, c'est-à-dire la main-d'œuvre nationale au profit ou également au détriment de celle étrangère. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis également cette loi sur la sous-traitance qui doit seulement passer à l'Assemblée nationale afin que c'est une proposition de loi qui doit passer à l'Assemblée nationale. Une fois votée, il faut entrer en vigueur et que l'autorité que je veux que le Sénégal puisse créer pour pouvoir également permettre au secteur privé de profiter de ce qu'on appelle de l'ensemble des secteurs stratégiques du Sénégal, d'avoir une certaine part. Du fait qu'actuellement on n'a pas cette loi, je propose que le Sénégal puisse permettre aux autres pays de venir dans ce pays pour investir dans le cadre de ce qu'on appelle de la transformation du pétrole en produits finis ou semi-finis. Mais dans ce cas, ces pays devront ouvrir le capital entre 30 et 54% afin que le privé national sénégalais puisse en quelque sorte investir, afin que l'argent va rester dans le pays et permettre en quelque sorte la création d'autres emplois dans d'autres secteurs stratégiques. D'où actuellement c'est comme ça que ça se passe. Sinon, le temps que nous essayons de former les investisseurs sénégalais dans ce qu'on appelle le domaine, dans le secteur stratégique de l'économie et également des hydrocarbures. Et cette loi ne va pas seulement se limiter à ce qu'on appelle aux hydrocarbures ou même aux mines, mais va être dans le domaine des marchés publics parce qu'il faudra aider les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises, à se développer, à se relever. Et j'ai entendu le président Bassirou Diomaye dire que son objectif est de permettre au secteur privé de se développer. Et cela ne va pas passer par ce qu'on appelle les subventions. Ils n'ont pas besoin de subventions. Ce qu'ils ont besoin, c'est les marchés. Donc pour ces marchés, il faudra qu'on revoie ce qu'on appelle les dispositions des codes des marchés publics. Moi, je suis juriste commande public, donc c'est un domaine que je maîtrise très bien. Et également, raison pour laquelle j'ai proposé cette loi sur la sous-traitance qui permettra non seulement au secteur privé sénégalais de devenir de plus en plus des champions locaux, nationaux et continentaux, et également de permettre à l'État du Sénégal d'avoir des retombées plus hypertrophiques sur tous les plans que nous pouvons l'appréhender. C'est ça le rôle de ce qu'on appelle cette loi qui a 3 missions, les missions de planification, missions également de contrôle et également de suivi et des contentieux. Donc cette loi va permettre à l'autorité qu'on va créer, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé sénégalais, de donner des recommandations, de régler les conflits et de donner même également des sanctions et payer sur les commissions, les 5% des contrats qu'elle va en quelque sorte, elle va également arbitrer, et également une certaine
dotation de l'État, ce qui va permettre d'avoir une autosuffisance, sans pour autant de faire bien son travail, sans pour autant dépendre également à 100% de l'État. D'accord. Maintenant, comment le Sénégal peut-il, c'est l'avant-dernière question, peut-il faire de ces ressources naturelles-là, notamment le pétrole et le gaz, pour assurer son développement, selon vous? Oui, c'est une bonne question. Je l'ai déjà un peu répondu. Premièrement, sans pour autant hésiter, il faudra qu'on puisse également avoir une très bonne gestion des ressources. Puisque si l'argent qu'on espère venir de ce qu'on appelle ces hydrocarbures ne sont pas bien reçus et ne sont pas bien canalisés et font l'objet d'un détournement d'objectifs, alors nous pouvons dire que le Sénégal va rester dans la pauvreté, dans la faim, dans la misère, dans la paupérisation, ce qui n'est pas souhaitable. Et après, il y a d'autres choses qu'on doit savoir, c'est les fausses informations.